Netanyahou officiellement chargé de former le nouveau gouvernement. La cérémonie a lieu dans quelques instants en direct sur notre antenne depuis la résidence du président Rivlin à Jérusalem. L'enquête sur le crash de l'Airbus A320 Germanwings qui a fait 150 morts. Toujours aucune explication officielle ce soir, mais les premiers éléments exploitables ont pu être retirés de l'une des boîtes noires. Émotion et hommage sur place. Au Yémen, la ville d'Aden menacée par les rebelles chiites, le président sunnite du pays aurait pris la fuite et il appelle à une intervention des pays arabes pour sauver le Yémen de la guerre civile. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, c'est l'acte 2 d'après-élection, donc dans quelques instants maintenant à Jérusalem. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, va officiellement demander à Benjamin Netanyahou de former un nouveau gouvernement, scellant ainsi le verdict des urnes et la victoire de Netanyahou, du Likoud et de cette nouvelle coalition. On sera dans un instant à Jérusalem où, vous allez le voir à l'écran, nos envoyés spéciaux sont déjà sur place et notamment Léa Berdugo avec Faler Habib et Tal Shalev pour les 3 chaînes donc d'i24 News. Et puis nous sommes ici en studio avec nos analystes maison. Bonsoir Dror Even Sapir. Bonsoir Jean-Charles. Et bonsoir Daniel Haïk. C'est donc la nouvelle étape, nouvelle tâche qui attend maintenant Netanyahou, essayer de former un gouvernement qui satisfasse toutes les composantes de sa coalition, ce qui ne va pas être une mince affaire. On en parle tout de suite. אזרחי ישראל מצפים מאיתנו שנגבש במהירות הנהגה אחראית שתעבוד למענם, וכך נעשה. המחנה הלאומי ניצח! יש עתיד היא כוח שאיש לא יוכל עוד להתעלם ממנו בחברה הישראלית. אנחנו הבטחנו להילחם ולנצח. אנחנו סנכון القوة الثالثة. הממשלה שתתגבש אומנם נבחרה על ידי רוב הציבור, אך היא תצטרך לתת מענה לכל הציבור בישראל. יהודים, ערבים, ימין ושמאל. Alors en attendant le direct donc, de cette cérémonie qui peut apparaître comme tout à fait formelle, hein. Il n'y a pas de surprise à attendre, mais c'est quand même un protocole important de Reuven Sapir dans la vie politique et après l'après-élection. Oui, là c'est effectivement uniquement protocolaire parce qu'il n'y a pas d'interrogation à avoir. C'est bien évidemment Benjamin Netanyahou qui se verra confier le soin de créer une coalition. On sait depuis le résultat des élections, en fait, depuis le 18 mars au matin, non pas le 17 mars au soir, parce que vous vous en souvenez certainement, Jean-Charles, les estimations des différentes chaînes de télévision n'étaient pas véritablement exactes, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce qui est intéressant dans cette rencontre-là tout à l'heure officielle entre Benjamin Netanyahou et Reuven Rivlin, c'est que pour la petite histoire, mais aussi de la politique et même de l'idéologie, je dirais, même si ce sont deux hommes qui viennent du même parti, de la même famille politique, le Likoud, la droite israélienne, Reuven Rivlin, le président de l'État, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, ne s'apprécient guère. Il y a des différences tout simplement de personnes, hein, de personnalités, mais également des petites différences idéologiques. Reuven Rivlin, qui est un homme de droite, qui est un partisan de ce que l'on appelle le Grand Israël, a toujours été des plus sourcilleux sur le respect de l'état de droit et de la démocratie israélienne et le respect des minorités non juives en Israël. Il en a donné la preuve à plusieurs reprises lorsqu'il était président de la Knesset. Et bien évidemment, la petite phrase de Benjamin Netanyahou le jour du scrutin sur les Arabes israéliens qui galopent en masse vers les bureaux de vote n'a pas plu du tout à Reuven Rivlin. Et Reuven Rivlin, tout à l'heure, lorsqu'il a reçu le président de la commission électorale centrale, le juge Salim Joubran, un arabe israélien d'ailleurs, qui
que Reuven Rivlin a reçu pour que le juge Joubran lui transmette officiellement les résultats des élections, eh bien Reuven Rivlin a eu cette phrase assez terrible quand même, contre le Premier ministre, même s'il n'était pas nommé. Ceux qui craignent les bulletins de vote risquent de se retrouver avec des jets de pierre dans les rues. Donc c'est vraiment une critique formulée en des termes très durs contre le Premier ministre israélien, même si le nom de Benjamin Netanyahou n'a pas été prononcé. Donc l'ambiance tout à l'heure à la résidence officielle de l'État entre les deux hommes ne sera pas forcément au beau fixe. Bon, en tout cas, on a mis un bouquet de fleurs, ça c'est plutôt de bon augure, même si vous le disiez, ça va être plutôt tendu. Daniel Haïk, vous êtes de cette avis aussi ? Ça va être effectivement tendu. Je voudrais effectivement revenir, comme l'a mentionné Dror, sur le fait que, et c'était l'autre cérémonie de cette journée à la présidence de l'État, le juge Salim Joubran, juge arabe israélien, qui était le président de la commission électorale centrale. Il faut le mentionner, dans la démocratie israélienne, lors de ces élections, le président de la commission électorale centrale, celui qui a été chargé de gérer l'ensemble de ce scrutin, eh bien c'est un arabe israélien. C'est la preuve de la vitalité, on va dire, de la force de la démocratie israélienne. Alors c'est, il faut le mentionner, l'autre événement de cette journée, puisqu'il lui a remis donc les résultats officiels de ces élections. Et puis alors bien entendu, effectivement, la rencontre entre Netanyahou et Reuven Rivlin risque d'être tendue, mais il faut peut-être dépasser les querelles personnelles et les animosités, les rancœurs personnelles. Effectivement, il faut rappeler que Benjamin Netanyahou avait tout fait pour que Reuven Rivlin ne soit pas élu président de l'État d'Israël, parce que c'est-à-dire par les députés de la Knesset, puisque ce sont les députés qui élisent le président. Il n'avait pas réussi et finalement il avait dû se résigner. On se souvient que cela n'avait pas véritablement fait plaisir à Reuven Rivlin. Maintenant, il faut revenir sur le fond du problème. Et ce qui sera intéressant de savoir, c'est comment Reuven Rivlin va transmettre donc ce mandat, va confier ce mandat à Benjamin Netanyahou, ce mandat de former la coalition gouvernementale. Est-ce qu'il va sous-entendre ou même peut-être affirmer de manière plus précise qu'il souhaiterait un gouvernement d'union nationale, ou alors le gouvernement le plus large possible, parce que ce n'est pas obligatoirement un gouvernement d'union nationale, mais on parle aujourd'hui aussi de gouvernement élargi qui pourrait répondre aux défis non seulement intérieurs mais aussi extérieurs. Il n'est pas impossible que le président de l'État, qui n'est pas sans savoir les tensions qui existent entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama et avec la communauté internationale aussi, essaye de faire pression, une petite pression dans un premier temps, parce qu'il n'a pas la capacité de le faire, il n'a pas le mandat de le faire. Mais il peut effectivement faire pression sur Benjamin Netanyahou et essayer de lui faire comprendre que le meilleur gouvernement sera le plus large possible. Alors il peut faire pression, mais Netanyahou n'est pas obligé de l'écouter. Voilà. Non, bien évidemment. Le rôle du président de l'État est très important dans cette phase de la vie démocratique en Israël, mais ce n'est pas un rôle coercitif. Il ne peut rien imposer en quelque sorte. 67 députés sur les 120 que compte la Knesset ont recommandé à Reuven Rivlin, au président de l'État, M. Benjamin Netanyahou, pour être le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Alors, peut-être que Rivlin, dans son fort intérieur, aurait préféré que les résultats des élections soient un petit peu moins clairs, que la victoire du Likoud soit un petit peu moins éclatante, pour justement faire la promotion de cette idée d'un gouvernement d'union nationale. Mais dans l'état actuel des choses, même si un gouvernement d'union nationale n'est pas exclu, et beaucoup de gens en parlent en Israël, le gouvernement qui se décide, c'est celui qui correspond aux 67 députés qui recommandent Benjamin Netanyahou, à savoir bien évidemment les députés Likoud, ceux des autres partis de droite dirigés par Lieberman et Bennett, ceux des partis religieux, et puis celui du parti centriste ou de centre-droit de Moshe Carlon. 67 sièges, une majorité assez confortable. Ce n'est pas la seule option dont dispose Benjamin Netanyahou. L'option d'un gouvernement d'union n'est pas complètement écartée. On pourra en reparler. En tout cas, la plus probable, dans un premier temps en tout cas, c'est celle de ce gouvernement des 67 députés qui recommandent Netanyahou, le Likoud, et ce que l'on appelle les partenaires naturels du Likoud. Oui, il est probable que, effectivement, Benjamin Netanyahou, on va aussi peut-être entendre les deux responsables, le président de l'État et le nouveau futur Premier ministre, parler d'une volonté d'accélérer la procédure. Elle s'est accélérée d'elle-même, puisque les consultations ont déjà commencé entre Benjamin Netanyahou et les principaux potentiels partenaires et de sa coalition gouvernementale. L'objectif est d'essayer de former un gouvernement
avant la première échéance de 28 jours. Il y a, si le Premier ministre ne parvient pas à former une coalition majoritaire, il y a une possibilité de rajouter 2 semaines supplémentaires, mais Benyamin Netanyahou voudra en tout cas faire en sorte de former son gouvernement le plus rapidement possible. Et il est probable que c'est ce que va lui demander Reuven Rivlin. Alors attention, voilà donc les deux protagonistes de la soirée. Le président Rivlin tout d'abord. On écoute et ensuite Netanyahou. Selon l'article 7 du gouvernement israélien et après avoir pris conseil avec les représentants des listes des candidats qui ont été élus au Parlement, après avoir reçu votre accord, j'ai décidé de vous demander et vous confier la tâche de composer un nouveau gouvernement. Maintenant, le président remet cette lettre au Premier ministre afin qu'il compose un nouveau gouvernement. Maintenant, le président de l'État va faire son discours. Mesdames et messieurs, en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte et la majorité a fait entendre sa voix de manière claire lors de ces dernières élections. Le rôle du président lors d'élections est de servir de fidèle représentant du peuple. Après avoir pris conseil avec les représentants de toutes les listes élues, je vous annonce que plus de 61 députés ont recommandé le Premier ministre sortant et le député Benjamin Netanyahou pour être le candidat élu pour composer et créer un nouveau gouvernement. Monsieur, vous recevez aujourd'hui la lettre de mission pour composer le gouvernement. Vous avez reçu la confiance de ce cher peuple qui siège à Sion et avec les défis qui nous attendent, vous avez la responsabilité fort lourde de composer un nouveau gouvernement stable, le plus large possible et le plus rapidement possible. Je suis là pour vous soutenir lors de cette tâche difficile et complexe. 3 missions critiques attendent le prochain gouvernement et le prochain Parlement, la coalition et l'opposition ensemble. Première mission, la réalisation de relations d'Israël avec les États-Unis, qui est le plus grand et le plus fidèle allié de notre nation. Deuxièmement, ramener la stabilité dans le système politique et le rétablissement de la confiance du public dans le système politique. Nous ne devons pas revenir à des élections dans 2 ans. Et troisièmement, penser les blessures qui se sont ouvertes ces dernières années et qui ont été s'aggravant encore lors des dernières élections. Citoyens d'Israël, nous avons vécu une campagne électorale difficile. Dans le feu des débats entre nous, il nous semble que notre oreille a cessé d'entendre, et ce, de tous les partis qui ont entendu et fait entendre des choses qui n'auraient jamais dû être dites, ni dans un État juif, ni dans un État démocratique. La force de ces flammes ne sert personne. Le feu non seulement est brûlant, mais il risque aussi de flamber. Il est temps donc aujourd'hui de penser les blessures, il est temps de commencer à essayer de penser ces douleurs. Nous devons être unis et devons être prêts à nous affronter aux journées difficiles qui risquent d'arriver. Pour pouvoir défendre notre foyer, nous devons continuer à le construire ensemble, citoyens d'Israël, tous ensemble. Cette responsabilité, Monsieur le Premier ministre sortant et candidat pour le prochain gouvernement, cette responsabilité pèse sur les épaules de tous et pèse sur vos épaules tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, ensemble, avec tout le peuple en Israël, je prie, Monsieur, que vous connaissiez le succès, que vous ayez la force d'esprit de faire les choses. Votre succès, votre réussite sera la nôtre. Vos succès seront les nôtres. Soyez donc bénis dans votre travail et sur la voie que vous allez suivre, monsieur.
Le Premier ministre prend maintenant la parole. Monsieur le Président de l'État, son Excellence Reuven Rivlin, c'est avec un sentiment de profonde responsabilité que j'accepte la responsabilité, la tâche de composer un gouvernement que vous venez de me confier. Je dois vous dire que je suis ému, comme si c'était la première fois, et je suis fort conscient de la grande responsabilité qui m'incombe. Citoyens d'Israël, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée afin de diriger notre pays en cette période. Je me considère comme le Premier ministre de chacun et de chacune d'entre vous, ceux qui m'ont élu et ceux qui n'ont pas voté pour moi. J'œuvrerai pour penser les blessures, pour relier ces pans de la société qui se sont déchirés pendant cette campagne électorale. Nous devons maintenant mettre cette campagne électorale derrière nous et nous concentrer sur ce qui nous unit. Le nouvel gouvernement qui sera créé, je m'y engage à suivre cette voie, le voie d'un État juif et démocratique qui respecte l'égalité des droits pour tous ses citoyens sans différence de religion, de genre ou de croyances politiques. Ça a toujours été le cas et cela continuera. Deux défis importants attendent le prochain gouvernement. Assurer notre sécurité et améliorer le bien-être social. Dès le premier budget que nous allons voter, nous inclurons des mesures qui feront baisser le prix du logement, baisser le prix de l'alimentation et démantèlera les monopoles qui portent atteinte à la concurrence. Pour ce qui est de la sécurité, c'est la base de notre existence et de notre avenir et c'est aussi la base de l'espoir de paix avec nos voisins. Notre main est tendue vers la paix avec nos voisins palestiniens. Le peuple en Israël sait qu'une paix véritable, notre avenir en général, ne seront assurés que si Israël reste fort, stable, fort dans son esprit, fort dans sa puissance. Il suffit de regarder autour de nous et les événements qui s'y passent pour comprendre cette réalité-là. Nous avons beaucoup de respect et continuerons à respecter profondément notre alliance avec notre plus grand allié et ami, les États-Unis, et nous continuerons à œuvrer en même temps afin d'empêcher l'accord se profilant avec l'Iran, un accord qui nous met en danger, qui met en danger nos voisins et le monde. Nous voyons de la même manière avec nos voisins arabes le danger qui nous vient d'Iran et nous voyons aussi cet engagement qui est le nôtre pour cette nouvelle coopération et ce que cela peut apporter à notre région. Monsieur le Président Roubi, nous nous connaissons depuis la tendre enfance. J'ai connu votre frère Leizi, vous avez connu mon frère Yoni, de mémoire bénie. Nous puisons l'assurance de notre foi dans l'avenir de notre pays, de notre région, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents dans nos foyers respectifs. Ensemble, nous œuvrerons pour l'unité d'Israël, la sécurité d'Israël et la prospérité de l'État d'Israël. Dans 10 jours, le peuple juif en Israël et dans le monde s'attablera autour de la table du Seder pour lire la Haggadah de Pessah, de Pâques, qui nous demande de nous souvenir qu'à chaque génération, chaque personne doit se considérer comme étant lui-même personnellement sorti d'Égypte. Chers amis citoyens d'Israël, je n'oublie pas cette pensée à un seul instant. Je me souviens parfaitement que notre liberté ne va pas de soi. Nous allons l'assurer et nous ne pourrons l'assurer que si nous sommes forts et que seulement si nous sommes unis. Nous soutenons les membres des forces de sécurité et les soldats de Tsahal à cette heure encore où je vous parle. Ils assurent notre sécurité sur nos frontières.
Chers citoyens d'Israël, je vous promets de justifier la confiance que vous m'avez accordée dans la direction de l'État d'Israël face aux grands défis qui nous attendent. Je suis fier d'être le Premier ministre d'Israël et je considère que c'est un honneur de vous servir, de servir notre pays, notre État. Avec l'aide de Dieu et avec votre aide, nous ferons ce qui est nécessaire et nous réussirons. Vous êtes priés de rester à vos places jusqu'à ce que les personnalités quittent la salle. Dit le maître de cérémonie. Voilà, mise en garde sécuritaire, hein, vous l'avez entendu à la fin de la personne qui présidait cette cérémonie, donc après les discours de Reuven Rivlin et de Benjamin Netanyahou, discours assez brefs, hein, très convenus, mais avec quand même quelques petites lignes directrices, Ouais. C'est comme ça qu'il faut analyser. Il y a eu d'abord celle de Rivlin et puis ensuite Voilà. celle de Netanyahou. C'est Oui, pas les mêmes. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes. Et puis peut-être un petit mot sur l'ambiance qu'on a un petit peu pu sentir. C'était pas franchement la grande amitié qui régnait entre Reuven Rivlin et Benjamin Netanyahou. On sentait que les sourires étaient un petit peu crispés. On en a parlé tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Netanyahou lui-même a rappelé qu'en fait, ces deux personnalités, les deux personnages les plus importants de l'État d'Israël, viennent non seulement de la même famille politique, mais du même milieu. Hein, l'aristocratie, en quelque sorte, de la droite israélienne, de la droite même hiérosolomitaine, tous deux ont à peu près le même âge, tous deux ont grandi à Jérusalem, tous deux sont des enfants de grandes familles importantes dans l'histoire de la droite israélienne, du mouvement révisionniste, du parti Cherut de Begin et du Likoud. Mais ce sont deux personnes qui, malgré ces points communs importants, eh bien, ne s'apprécient guère, on l'a vu. Alors, Rivlin a insisté, comme on pouvait s'y attendre, parce que c'est à la fois ses fonctions qui l'y incitent, et puis également et sa personnalité, peut-être, que ses options personnelles. Il a insisté sur la nécessité pour le Premier ministre d'œuvrer pour l'unité du peuple, une unité qui a été mise à mal, nous a rappelé Rivlin, tout au long de cette campagne électorale très rude, mais peut-être même aussi après, avec des propos qui ont été échangés de part et d'autre. Et il y a peut-être là aussi une allusion aux propos qui ont été tenus même par Netanyahou lui-même sur les Arabes israéliens. Donc ça c'est à noter. Et puis évidemment, Netanyahou qui insiste sur deux questions. La sécurité, et là il est tout à fait dans son rôle et dans son personnage. C'est véritablement son principal cheval de bataille politique. L'Iran, l'alliance avec les États-Unis qu'il faut préserver, l'Iran qui continue à être un danger. Et puis, et ça depuis en fait sa victoire électorale, c'est un thème qui revient et qui est assez nouveau dans la bouche de Netanyahou. Les questions sociales, le coût du logement, le coût de la vie en général, ce sont des questions importantes, ce sont des questions à cause desquelles Benjamin Netanyahou a failli, même on a presque oublié du fait de l'ampleur de sa victoire, mais il a failli perdre les élections à cause de ces questions-là. Il ne va pas les négliger pendant ce nouveau mandat, et la nomination probable de Kahlon à la tête du ministère des Finances est bien évidemment une autre indication. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais juste qu'on retourne à Jérusalem avec Léa Berdugo qui a donc suivi tout l'après-midi, évidemment, ces entretiens et puis cette cérémonie maintenant. À l'instant, Léa Berdugo à Jérusalem. Bon, ça a été, c'est vrai, plus amical, on va dire, dans le ton, là, ce qui s'est passé maintenant, que ce qui avait eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Exactement, là où on a eu un discours apaisé, alors qu'un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a fait un discours en compagnie du président du comité électoral. Et bien, au sein de ce discours, il a rappelé l'importance d'un haut taux de participation, l'importance du vote israélien, quel qu'il soit arabe, musulman ou juif. Et il a dit que celui qui était effrayé par un vote important, eh bien, se voyait prendre le risque de voir les pierres dans la rue. On voit donc une allusion claire aux propos que Benjamin Netanyahou avait prononcés le jour des élections lorsqu'il s'était alarmé du vote massif des Arabes israéliens. Un mot, Léa, du calendrier maintenant, parce que Netanyahou a dit qu'il voulait aller vite pour former ce gouvernement.
Oui, exactement. Et les consultations ont déjà officieusement commencé. Alors, une annonce a été faite aujourd'hui, celle de la nomination de Moshe Kahlon à la tête du ministère des Finances. Alors, d'autres sont en train de se positionner pour les ministères clés du gouvernement, notamment Naftali Bennett qui souhaite le ministère de la Défense. Il a également demandé l'éducation ou alors les affaires religieuses. Mais selon un proche de Naftali Bennett, eh bien, il est très peu probable qu'il ait le ministère de la Défense. Autre ministère extrêmement convoité, celui des Affaires étrangères. Avigdor Lieberman a dit vouloir être reconduit à la tête de ce ministère. D'autres membres du Likoud souhaitent également avoir ce poste. Les consultations officielles commenceront, elles, dès demain. Et nous verrons donc dans les prochains jours ou les prochaines semaines vers quoi cela va mener. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Jérusalem où vient d'avoir lieu cette cérémonie formelle qui donne maintenant donc le coup d'envoi de la formation de ce gouvernement. On va en dire un mot dans un instant, mais revenons sur ce qu'a dit quand même parce que les priorités ne sont pas les mêmes. On a vu que Rivlin, lui, s'est attaché à donner en premier lieu comme mission de restaurer les liens avec les Américains, alors que Netanyahou a parlé de la baisse des prix. Alors oui, c'est pas tout à fait ça. Benjamin Netanyahou aussi mentionné, il a dit nous avons un véritable respect pour les États-Unis, pour l'alliance qui nous unit avec les États-Unis, mais nous sommes opposés à l'accord qui est en train de se tramer avec l'Iran. Donc il a été très clair à ce sujet. Effectivement, les priorités ne sont pas les mêmes, mais sur un point, les deux hommes sont d'accord. Il faut absolument penser les blessures occasionnées au cours de cette campagne électorale, une campagne électorale qui a clivé l'ensemble de la société israélienne, plus qu'il ne le fallait apparemment. Et tous deux comprennent qu'il faut essayer de restaurer une forme d'unité au sein de cette société israélienne qui est totalement divisée. Alors est-ce que cela veut dire, est-ce que cela sous-entend qu'il faut aller vers un gouvernement élargi? Est-ce que cela sous-entend qu'il faudrait un gouvernement d'union nationale pour l'État d'Israël? C'est ce que nous l'avons dit, ce que souhaite Reuven Rivlin. D'abord parce qu'il le souhaite parce qu'il faut, selon lui, un gouvernement d'union nationale pour restaurer l'unité au sein de la nation. D'abord parce qu'il faut aussi, il l'a mentionné aussi, c'est un de ses défis, il faut absolument modifier le système électoral, il faut changer le régime en vigueur actuellement en Israël, et aussi parce que c'est très important de se présenter d'une certaine manière comme unis. Lorsque nous sommes unis, nous sommes forts, a dit Benjamin Netanyahou, et sur ce point-là, je pense que Reuven Rivlin est assez d'accord. C'est quasiment peut-être le seul point sur lequel ils sont apparemment tout à fait d'accord. Donc la nécessité de restaurer l'unité au sein de la nation, et c'est un point important. Effectivement, Benjamin Netanyahou en est conscient, il assume cette responsabilité. C'est la 4e fois que Benjamin Netanyahou se trouve dans ce genre de situation, donc d'être mandaté pour former la coalition gouvernementale, et c'est sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Alors est-ce que vous avez l'impression qu'il arrive à la tête d'un pays où il est loin de faire l'unité, justement? Est-ce que c'est pas une situation qui s'est déjà présentée dans l'histoire d'Israël? Il y a eu des campagnes électorales encore plus rudes que celle-là. La campagne électorale de 1981, par exemple, où la droite et la gauche étaient au coude à coude, et où les divisions, à la fois politiques mais aussi communautaires, s'étaient exprimées à l'époque avec bien davantage de violence même qu'au cours de cette campagne électorale. Des tomates étaient lancées dans certains meetings électoraux vers celui qui dirigeait alors le Parti travailliste, un certain Shimon Peres. Donc, on a quand même l'impression que la situation, au fur et à mesure des années, s'est apaisée, mais la violence, je ne sais pas si on peut parler de violence, en tout cas l'outrance verbale au cours de cette campagne électorale a été véritablement l'une des marques de ces élections. Au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, lorsqu'on a senti que le combat était au coude à coude presque entre les deux principales formations, et qu'il y avait une sorte d'équilibre où Benjamin Netanyahou a eu des propos très durs, effectivement, et peut-être maladroits concernant les Arabes israéliens le jour des élections, ce qui est sans précédent. On l'a mentionné à de multiples reprises. Le fait même que des leaders politiques puissent s'exprimer le jour des élections, il n'était pas le seul, Benjamin Netanyahou. Il y avait d'autres responsables politiques qui se sont exprimés. C'est sans précédent, et cela a effectivement attisé la tension le jour même des élections, une journée qui aurait dû être une sorte de journée d'unité démocratique dans la société israélienne. Même là, on n'y était pas arrivé. Effectivement, il est temps de calmer, de sonner l'apaisement dans cette société israélienne, et il faudra voir si le gouvernement est capable d'être celui qui apaise cette société, ou alors est-ce que c'est...
c'est un plutôt gouvernement le rôle partisan. justement du président de l'État Voilà. que du gouvernement. Le peuple a parlé, il a choisi assez nettement la voie qui a été proposée par celle de Benyamin Netanyahou et celle de ses partenaires naturels par la droite israélienne. Le rôle du président de l'État est effectivement, lui, d'assurer, de représenter, d'incarner l'unité de la nation et de l'assurer lorsqu'elle est mise à mal. Et on sait à quel point Reuven Rivlin, il l'a prouvé depuis qu'il a été élu, est un président actif. Et là, il y a vraiment une adéquation totale entre la personnalité et la fonction, parce que Reuven Rivlin véritablement est quelqu'un qui croit, pour qui l'unité de la nation est quelque chose d'essentiel, et sa fonction de président de l'État l'incite encore davantage à œuvrer dans ce sens. Et le duo Netanyahou-Rivlin sera intéressant à observer au cours des prochains mois et des prochaines années, manifestement. Maintenant, la question qui se pose et qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est celle d'un éventuel gouvernement d'union nationale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou a déjà commencé à négocier, même avant le coup d'envoi officiel des négociations sur la formation de la coalition, avec les partenaires envisagés. Avec Kahlon, c'est déjà presque terminé. Il sera ministre des Finances et il obtiendra peut-être son parti, un ou deux autres portefeuilles ministériels. Avec les partis orthodoxes, le Yahadut HaTorah, le Shas, les choses ont également avancé. On aura probablement Aryeh Deri à la tête du ministère de l'Intérieur, Litzman, vice-ministre de la Santé, mais avec Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, il y a eu des rencontres, il y a eu des contacts et il n'y a eu aucune conclusion temporaire. Et c'est intéressant parce que si véritablement l'option d'un gouvernement d'union nationale n'est pas complètement écartée de la table, eh bien Netanyahou qui parvient à des accords avec les partis politiques du centre de la carte politique qui seront, quoi qu'il arrive, présents dans le gouvernement, même s'il s'agit d'un gouvernement élargi ou d'un gouvernement d'union avec la gauche, et bien avec ces partenaires-là, tout est plus ou moins réglé. Kahlon et les religieux. Maintenant, avec les partenaires qui sont à la droite du Likoud, avec Avigdor Lieberman, Naftali Bennett, rien n'est réglé pour l'instant. Eh bien, Netanyahou, très clairement, envoie ce signe-là à ces éventuelles composantes de sa coalition. Attention, j'ai une autre option, celle d'un gouvernement d'union nationale. Ne soyez pas trop gourmands dans vos exigences et dans les négociations. Enfin, est-ce que ça irait pas à l'encontre aussi de la recommandation de Rivlin ce soir, qui est celle de ne pas revoter dans 2 ans? Parce que si on se remet dans une coalition qui serait plus instable parce qu'elle serait contre nature, eh bien on est forcément assuré de revoter dans quelques mois. Alors, il y a un gouvernement d'union nationale et il y a un gouvernement élargi. Il y a l'option d'un gouvernement élargi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, dans les cas de figure, il y en a plusieurs qui sont intéressants. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Benyamin Netanyahou s'il veut élargir à gauche, son gouvernement. Il y a soit Yesh Atid de Lapid, soit l'Union sioniste d'Yitzhak Herzog. Alors Yesh Atid de Lapid, avec les orthodoxes, cela semble tout à fait impossible. Par contre, l'Union sioniste pourrait, dans un certain cas de figure, rejoindre la coalition gouvernementale. Pour l'instant, il n'en est pas question. Yitzhak Herzog a rejeté cette option catégoriquement. Mais dans le courant des prochains jours, s'il y a une constellation favorable, si, par exemple, le président essaye de s'immiscer, de s'impliquer un peu plus massivement pour essayer d'aller vers cette option, alors il ne faut pas l'écarter. Mais il y a une troisième option qui est aussi assez intéressante et qui historiquement a déjà existé en 1977, c'est d'essayer de happer, de capter, de prendre une figure, une personnalité de la gauche israélienne qui pourrait rejoindre le gouvernement de Benyamin Netanyahou. On l'avait vu à l'époque de Menachem Begin en 1977. Menachem Begin, lui aussi, était dans la même constellation. On craignait un gouvernement de droite. La première fois que la droite en Israël arrivait au pouvoir, ça inquiétait beaucoup la communauté internationale. Et Menachem Begin, de manière très intelligente à l'époque, avait enrôlé, on va dire, mobilisé un homme qui était l'homme du prestige de l'État d'Israël, Moshe Dayan, qui était un homme de gauche, du parti travailliste de l'époque, du Mapai historique, et il l'avait ramené dans son gouvernement sans qu'il y ait le parti travailliste avec, uniquement Moshe Dayan, qui était député, mais qui est devenu ministre des Affaires étrangères et qui a été celui qui a enclenché, on va dire, l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Donc, effectivement, une personnalité comme celle-là,
Cela pourrait être, par exemple, Ehud Barak, qui a disparu de la scène politique au cours des dernières années, mais qui pourrait revenir. Une personnalité politique de cette envergure pourrait non pas être seulement une feuille de vigne, on va dire, pour Benyamin Netanyahou, mais pourrait lui apporter une forme de légitimité. Il pourrait, par exemple, lui confier le rôle qu'avait Tzipi Livni dans le précédent gouvernement, c'est-à-dire celui de négocier un accord avec les Palestiniens, et cela, bien entendu, apaiserait cette fois l'ensemble de la communauté internationale. Cela rassurerait quelque part les Américains et les Européens. Pourquoi c'est important ce que vient de dire Daniel? Parce que, et on commence à le sentir lorsqu'on est à l'écoute des propos qui viennent de Washington, surtout moins de la communauté européenne, mais ça ne va pas tarder à mon avis, les pressions qui vont s'exercer sur Israël, dans le domaine du processus de paix avec les Palestiniens, dans le domaine des constructions, dans les implantations de Cisjordanie, les pressions vont être probablement beaucoup plus lourdes que par le passé. Benyamin Netanyahou va devoir composer avec Barack Obama pendant encore 2 ans environ, un petit peu moins. L'Union européenne également est sur la même longueur d'onde que celle des Américains, en tout cas concernant le dossier palestinien. On s'attend à des pressions très fortes qui seront exercées sur l'État d'Israël. Et donc Benyamin Netanyahou a besoin effectivement de quelqu'un qui pourra défendre la politique de l'État d'Israël d'une manière qui soit acceptable ou avec une personnalité qui puisse effectivement être mieux accueillie que Benyamin Netanyahou lui-même dans les chancelleries occidentales. Ça peut être Ehud Barak, ça peut être une autre personnalité. Certains même ont évoqué un jeune homme du nom de Shimon Peres. Donc il y a plusieurs options et véritablement lorsqu'il va devoir composer son gouvernement et lorsqu'il va devoir nommer le prochain chef de la diplomatie, Benyamin Netanyahou aura forcément ces questions-là à l'esprit. Et ben voilà, donc ce qu'on pouvait dire après cette cérémonie qui a donc officiellement ce soir intronisé en quelque sorte Benyamin Netanyahou pour former le nouveau gouvernement. Et donc s'il y parvient ensuite, évidemment, il y aura une nouvelle fois présentation de ce gouvernement et puis également à la Knesset, la nouvelle Knesset élue dans quelques jours. Merci Dror Even-Sapir, merci Daniel Haïk. On va maintenant aborder l'autre grand sujet du jour, c'est évidemment les suites du crash de l'Airbus A320 de Germanwings hier dans les Alpes françaises. On a aujourd'hui assisté à un hommage rendu sur place par les 3 chefs d'État concernés, espagnols, allemands et bien sûr français, et puis bien sûr des nouveaux éléments de l'enquête. On va parler très longuement de tout cela à présent, mais tout d'abord retour sur ce qui s'est passé sur le site donc du crash tout près de Barcelonnette avec Léa Volbert. François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy unis dans la douleur. Ils sont arrivés ce mercredi après-midi sur les lieux du drame. Le président français et la chancelière allemande ont survolé en hélicoptère la zone montagneuse sur laquelle s'est écrasé l'Airbus A320. Les 3 dirigeants ont longuement salué les équipes sur place, pompiers, gendarmes, secouristes. Lors d'une conférence de presse commune, ils ont rendu hommage aux victimes. Je pense aux familles, à leurs proches, et j'exprime au nom de la France à Angela Merkel et à Mariano Rajoy nos sentiments les plus tristes de condoléances. 150 victimes d'une quinzaine de nationalités différentes, des Espagnols, des Turcs, des Kazakhs, un Israélien, des Allemands, parmi lesquels 16 adolescents qui revenaient d'un échange scolaire. À Alterne, dans leur lycée, les cours ont été remplacés par des groupes de discussion encadrés par des médecins et psychologues. C'est un bon sentiment de voir que dans un moment si difficile, nous nous tenons côte à côte, étroitement et amicalement. Cher François, merci du fond du cœur au nom des millions d'Allemands qui savent apprécier cela. C'est de l'amitié franco-allemande concrète. L'Espagne a déclaré 3 jours de deuil national. Les premières familles des victimes sont arrivées ce mercredi matin à Digne-les-Bains, à une quarantaine de kilomètres de la zone de l'accident. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Nous devons, comme l'a dit François Hollande dans son intervention, identifier les victimes, les rapatrier dans les meilleures conditions possibles, car nous savons que c'est très important. Une chapelle ardente a également été dressée. Les maires des 2 communes voisines du lieu du crash ont annoncé ce mercredi qu'ils souhaitaient installer une stèle à proximité du site de la catastrophe afin de permettre aux familles des victimes de s'y recueillir.
Voilà donc pour ce qui s'est passé aujourd'hui donc sur le site et évidemment les recherches qui continuent. On reviendra sur la partie de l'enquête dans un instant, mais on va d'abord s'arrêter sur le traumatisme, le choc pour les proches de ces 150 victimes et la manière dont justement eh bien, toutes ces familles sont prises en charge. Avec nous le professeur Israël Feldman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et victimologue. Vous travaillez évidemment sur ces traumatismes qui sont liés souvent à des phénomènes de violence. On a parlé avec vous déjà des violences consécutives à des attentats ou aux phénomènes de guerre. Là, on est dans un phénomène un peu différent, celui d'une catastrophe aérienne. Il y a une prise en charge vraiment totalement différente là-dessus ? Je ne pense pas qu'il y ait une prise en charge totalement différente, mais dans ces cas-là, on parle d'une mort aiguë. Alors c'est quoi une mort aiguë ? C'est en fait une mort non attendue. Bon, vous allez me dire, en temps de guerre et les attentats, c'est aussi cela, mais là, c'est vraiment pas attendu, parce que les gens prennent l'avion, en général, pour leur travail ou pour les vacances. Et puis, tout d'un coup, eh bien, voilà la catastrophe qui arrive, surtout celle-ci, c'est-à-dire, on va en parler tout à l'heure, avec la difficulté d'identification des restes des corps. Donc, il n'y a pas un travail préparatoire à cette catastrophe dans les familles. Et ce côté définitif, c'est-à-dire de perdre les siens, c'est terrible. Et donc, après, si vous voulez, on parlera également du travail de deuil et comment ça peut se faire. Mais déjà, dans l'instant... Est-ce que le fait que pour l'instant, justement, on n'est pas encore plus expliqué, parce qu'on va en dire un mot dans un instant, mais on n'est pas expliqué finalement ce qui a pu se passer, ça ajoute aussi au désarroi des familles et des victimes ? Tout à fait, parce que, en fait, ce qui se passe dans ce deuil aigu dont je parle, eh bien, c'est que on est complètement sidéré, on ne sait pas comment s'en sortir. Souvent, il y a un déni également, on a du mal à y croire, et on veut comprendre. Surtout, dans toute catastrophe, dans tout traumatisme, on essaye de mettre une explication pour essayer de survivre tout simplement psychiquement. Et là, dans ce cas présent, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Bon, j'ai entendu tout à l'heure que finalement, l'avion n'a pas explosé en l'air, mais que c'est le choc contre les rochers qui a fait cette catastrophe. Mais quand même, il y a des rumeurs, etc. etc. Bon, mais je ne crois pas que les familles en soient déjà là. Pour l'instant, elles sont sidérées, elles sont complètement écrasées. Une forte décharge émotionnelle est tombée sur elles. Et le problème, c'est qu'il y a des risques. Alors, les risques, évidemment, c'est une décompensation psychique, mais c'est aussi des risques sur le plan somatique, avec les risques de crise cardiaque, etc., dans les familles. Et tout dépend, évidemment, qui est mort. Si c'est un enfant, c'est encore pire. Alors, vous restez avec nous, professeur Feldman. Vous parliez de cette émotion, justement, qui submerge, évidemment. Vous parliez des enfants. Et justement, il y avait un groupe de lycéens et d'adolescents allemands qui se trouvaient à bord de cet appareil, ce qui, évidemment, dans une Allemagne plongée dans le deuil, eh bien, a accentué, dans la petite ville d'où étaient originaires ces lycéens, l'ampleur de ce drame. Julia Ganancien. Les familles des victimes de l'accident arrivent les unes après les autres sur les lieux du drame. Des cellules d'urgence médico-psychologiques ont été mises en place à leur intention et une chapelle ardente a été installée au Vernet. Les proches ont rencontré le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Tous trois se sont recueillis après avoir survolé la zone de la catastrophe aérienne avec leur ministre qui évoque des images difficiles. Nous venons de voir des images dramatiques qui nous laissent sous le choc. Nous avons survolé les lieux du drame. Nous avons appris que les forces de secours travaillent déjà depuis des heures et que tout est fait par les autorités françaises pour assurer que le périmètre de ce drame soit sécurisé pendant la nuit. Parmi les 144 passagers, 16 adolescents allemands rentraient d'un voyage scolaire à Barcelone. Les cours n'ont pas eu lieu ce mercredi dans le lycée des lycéens disparus, mais le bâtiment est resté ouvert afin de permettre à leurs camarades de se recueillir. Une cellule psychologique a été mise en place à l'intérieur du lycée. Marius, 16 ans, a perdu des amis et parle d'un petit village où tout le monde se connaît, avant de retourner au silence et de laisser sa mère s'exprimer. Je voulais montrer que je pense à tous les parents touchés. Je n'en connaissais pas beaucoup, mais je peux très bien imaginer combien c'est difficile et incroyablement cruel que les personnes qu'on aime perdent la vie comme ça. Des équipes municipales sont présentes pour assurer un soutien psychologique et le maire d'Alterne parle du jour le plus triste de l'histoire du village. L'Allemagne entière est en deuil ce mercredi. Les drapeaux des administrations publiques resteront en berne jusqu'à vendredi. En Espagne, un deuil officiel de 3 jours à compter de ce mercredi a été décrété par les autorités. Les élèves espagnols
Espagnols qui ont passé une semaine avec leurs camarades allemands sont très affectés par la tragédie. Nous étions tous très touchés, et aujourd'hui aussi. Nous n'allons pas vraiment avoir classe. Je pense que ça va être un peu plus détendu afin que nous ayons le temps de parler de ce qui s'est passé. Les salariés du groupe aérien Lufthansa se sont également tus le temps d'1 minute au siège de la société à Cologne. Plusieurs membres du personnel navigant se sont déclarés inaptes au service, trop affectés par l'accident. Quant au vol Barcelone-Düsseldorf d'aujourd'hui, il est parti ce matin comme prévu, mais sa trajectoire de vol a été modifiée. Alors, on va évidemment continuer d'évoquer ce traumatisme, évidemment, pour les familles des victimes, mais aussi l'enquête, maintenant, qui n'est pas terminée. Nous rejoint dans ce studio Mickey Katz. Bonsoir, vous étiez avec nous dès hier. Vous êtes pilote de ligne et expert en aéronautique ici en Israël. On est toujours avec le professeur Israël Feldman, victimologue. Et puis, on est au téléphone en direct depuis Genève avec Ronan Hubert. Bonsoir. Vous êtes expert en accident d'avion et vous avez d'ailleurs créé un site qui est assez unique en son genre, puisqu'il recense toutes les catastrophes aériennes qui se produisent de par le monde. Ça s'appelle BAAA-accro.com. Quel est votre sentiment ce soir? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas encore d'explication, aucune piste n'est privilégiée, aucune n'est fermée, on dit aujourd'hui les enquêteurs. Ronan Hubert, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Alors c'est vrai que c'est toujours très très difficile de se prononcer dans les heures qui suivent une catastrophe, parce qu'évidemment on spécule beaucoup et puis parfois on peut dire des choses qui sont pas tout à fait de la véracité, mais disons, bon, on a certains éléments et certains faits qui sont avérés d'un point de vue technique par rapport à la trajectoire de l'avion, du fait que le transpondeur émettait jusqu'à l'impact, que l'avion a suivi une trajectoire rectiligne jusqu'à l'impact, qu'il s'est désintégré à l'impact. Tous ces éléments peuvent nous fournir, par exemple, dans un premier temps, qu'il semble acquis que l'avion n'a pas été victime d'une explosion en plein vol, parce qu'on sait que si un avion explose en altitude, eh bien les débris se dispersent sur une grande superficie, ce qui n'est pas le cas ici. Après, il est évident qu'une nouvelle fois, c'est très difficile de se prononcer. Je pense qu'on peut se diriger, par exemple, vers quelque chose du style Helios Airways en Grèce en 2005, avec un problème de pressurisation cabine. Ça peut être un scénario parmi tant d'autres. À ce stade de l'enquête, c'est très difficile. Est-ce que la piste, parce que la piste terroriste évidemment est dans les esprits, même si on ne la met pas en avant, elle n'est pas écartée complètement ce soir, même si les enquêteurs ne travaillent pas dessus. Est-ce qu'on peut y envisager un scénario justement qui est envisageable de penser que les pilotes aient pu être mis hors d'état de piloter l'avion? Alors, c'est un scénario possible. J'ai pas envie d'y croire, parce que naturellement, si une fois de plus l'aviation civile est prise pour cible par un acte terroriste, ce serait une très mauvaise nouvelle. Maintenant, je pense que si c'est un acte terroriste au sens propre du terme, je pense qu'il aurait déjà été revendiqué d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le cas. Donc, cette hypothèse me semble peu plausible. En revanche, il est possible d'avoir un cas isolé avec une personne qui a agi seule, qui aurait, par exemple, pu pénétrer dans le cockpit et qui aurait forcer les pilotes à commettre un acte désespéré. Ça semble possible. Je n'ai pas envie d'y croire, pour être très honnête avec vous. Restez encore un instant avec nous, Ronan Hubert. Je voudrais que vous entendiez justement le témoignage de Mickey Katz, qui est pilote de ligne. Donc votre sentiment à vous ce soir, parce qu'on n'a pas beaucoup progressé depuis hier, mais il y a toujours toutes les pistes qui sont ouvertes. Oui, à ce stade, il n'y a pas d'alternative que d'attendre avec patience, parce que la commission d'enquête française, qui est extrêmement professionnelle, prend en compte toutes les possibilités imaginables, y compris le terrorisme, les problèmes de sécurité, l'erreur humaine, problèmes environnementaux, techniques, tout ce que vous pouvez imaginer. Et même s'ils décident que ce n'est pas telle ou telle raison, ils la vérifieront. Il y a des hypothèses où on pense qu'il est plus envisageable que ce soit ça ou autre chose, ce qui est légitime, mais il ne fait aucun doute que l'on finira exactement par savoir ce qui s'est passé. Nous avons accès à toutes les parties de l'avion, nous avons les 2 boîtes noires, qui sont d'ailleurs oranges, et on en fera l'analyse et on saura avec certitude ce qui s'est passé. L'avion a opéré une descente qui est connue des pilotes, et un avion
peut descendre beaucoup plus rapidement que ce qu'a fait cet avion. Et quand un pilote fait une telle descente, c'est avec une dépressurisation, c'est l'incident technique qu'on évoque constamment. Mais s'il y a un problème technique comme ça, il y a toujours des relations. On continue à parler, ils peuvent appuyer sur le transpondeur pour qu'on sache dans la tour de contrôle qu'il y a un problème technique ou autre. Et en fin de compte, ils s'arrêtent à une certaine hauteur pour continuer vers un atterrissage. Dans un aéroport proche, tout cela n'est pas arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une descente sans contrôle jusqu'au terrain, jusqu'à l'écrasement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il faut encore se souvenir que l'enquête sur les accidents aujourd'hui est une science et sans aucun doute, on saura exactement ce qui s'est passé. Actuellement, toutes les hypothèses sont bonnes et nous saurons exactement ce qui s'est passé. Il faut juste encore un peu de patience. Ronan Hubert, on a retrouvé une boîte noire qui a livré quelques éléments, semble-t-il, exploitables. Ça va suffire, à votre avis, à savoir ce qui s'est passé ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'autre invité, le pilote, dans la mesure où c'est clair que, voilà, si les boîtes noires sont exploitables, et ça semble actuellement être le cas, ce que les autorités françaises ont pour l'instant affirmé, elles vont devoir maintenant lire et comprendre les informations qui se trouvent sur ces enregistreurs de vol et par la suite pouvoir donner les informations ou transmettre les informations relatives à l'accident. Comme l'a dit votre invité, les autorités françaises bénéficient d'un bureau enquête-analyse qui est extrêmement performant. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont trouver la vérité. Maintenant, c'est clair qu'on a besoin de temps. Une enquête sur un accident d'avion prend toujours du temps, au minimum entre 12 et 18 mois, voire parfois plus. Donc c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience. Merci beaucoup Ronan Hubert d'avoir été en direct avec nous depuis Genève. Je rappelle donc le site que vous avez créé, BAAA-acro.com, qui recense toutes les catastrophes aériennes de par le monde avec des explications fournies à chaque fois par vos soins puisque vous êtes expert en accident d'avion. Merci d'avoir été en direct. Un mot, professeur Feldman, parce qu'on a vu effectivement que l'impact a été très violent. Identification des corps, très difficile, même si les autorités ont promis que les corps seraient rendus aux familles. Ça va être possible, à votre avis ? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est par rapport aux enfants, puisque c'était sur cette question que vous avez soulevée, le plus difficile pour les parents de ces élèves en Allemagne, c'est le sentiment de ne pas avoir eu le temps de donner toute son affection à l'enfant. Il y a quelque chose d'inachevé. Et c'est extrêmement difficile. C'est encore plus difficile, bien sûr, que c'est dur aussi pour les adultes qui sont décédés et leurs familles. Mais pour les enfants, c'est encore plus difficile, et on le voit très bien ici, lors des attentats, etc. Maintenant, effectivement, d'ailleurs, notre pilote ici l'a dit, eh bien, ça va prendre du temps. Alors ça va prendre du temps non seulement par rapport au bout d'avion, au reste de l'avion, etc., mais par rapport au corps. Bon, on a beau avoir les meilleurs les médecins légistes qui vont aller à l'endroit, mais on sait très bien que, vu la photo que j'ai en face de moi, que les restes des corps vont être extrêmement difficiles à identifier. Et ça, c'est absolument terrible pour les familles, parce que non seulement il y a le choc dont j'ai parlé tout à l'heure, cette sidération, ce déni même terrible, mais en plus, il va y avoir ce temps très long. D'ailleurs, les ministres en France l'ont dit, ainsi qu'Angela Merkel, tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps non seulement pour voir ce qui s'est passé, comme a dit notre pilote ici, mais aussi pour savoir qui sont ces personnes décédées. Pour l'instant, c'est à peine, on commence à savoir à peine qui était dans l'avion. Les nationalités en dit plusieurs, mais tout ça, ça crée un climat terrible pour pouvoir commencer le travail de deuil. Parce que le travail de deuil peut être commencé que si on a enterré son proche ou ses proches. Tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, on est dans la sidération, dans le déni. Et après, plus tard, lorsqu'on peut enterrer les corps, évidemment, explose la colère, même les jalousies. Parce que parfois, on dit oui, on a prévenu cette famille avant nous, etc., etc. Mais tout ça, c'est après. Tout ça, c'est après. Et avant que se termine ce travail de deuil pour avoir une cicatrice, j'allais dire psychologique, alors là, il faudra beaucoup de temps et c'est ça qui est très difficile dans ce cas. Mickey Katz, quand on est pilote, comme vous l'avez été pendant très longtemps, on se prépare à toutes les situations d'urgence qui peuvent survenir en vol, y compris peut-être une dépressurisation, comme ça peut être le cas ?
Les pilotes dans toutes les sociétés aériennes, Lufthansa, Germanwings et toutes les compagnies aériennes, tous les 6 mois, font un entraînement en simulateur avec des exercices où ils s'entraînent sur tous les scénarios possibles et imaginables dans l'avion. Et ils sont extrêmement professionnels quand ils rencontrent des incidents. 99,9% des pilotes dans le monde ne rencontrent pas d'incidents graves au fil de toute leur carrière. Il faut donc prendre les choses en proportion. Les pilotes qui vivent un incident grave sont extrêmement entraînés et préparés pour gérer l'incident. Donc les pilotes ne sont pas surpris par un problème qui arrive. Ils sont entraînés et ils savent exactement les gestes à accomplir. Et on a vu aussi, quand il y a des incidents graves, les pilotes ont fait exactement ce pourquoi ils avaient été entraînés. Et donc, il n'y a pas de telle situation dans un vol où les pilotes prennent peur ou ne savent pas quoi faire. Dans le cas spécifique qui nous occupe, apparemment, les pilotes n'ont pas eu le contrôle du vol. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le contrôle du vol? Nous ne le savons pas. Probablement parce qu'ils n'avaient pas de moyens de communication. Tout cela, la commission d'enquête de très haut niveau française, et les Français, encore une fois, sont extrêmement professionnels dans ce domaine, auront les réponses. À propos des boîtes noires, encore un point. Les boîtes noires sont capables de survivre à n'importe quel choc. C'est prévu comme cela. Donc même si la boîte elle-même est abîmée, l'enregistrement est toujours préservé. Et dans le monde, il y a plusieurs laboratoires qui savent interpréter cette information, même si la boîte a été abîmée, comme c'est le cas actuellement. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant sur ces dernières minutes de l'avion, juste avant donc l'impact. Comment tout cela s'est-il passé en détail? C'est Julia Guénancia qui nous le rappelle. Des petits points à peine reconnaissables éparpillés sur une paroi abrupte, c'est ce qu'il reste du vol A320. Les recherches ont repris à l'aube pour tenter de comprendre. Hier, les échanges entre la tour de contrôle et le pilote se déroulent normalement jusqu'à 10h30. À cet instant, l'avion est pris en charge par Aix-en-Provence et vole à 11 400 mètres d'altitude au-dessus de Bandol. Mais à 10h31, l'avion commence à descendre sans autorisation. Il est appelé par le contrôleur aérien, pas de réponse. L'avion continue de descendre. À 10h35, les contrôleurs aériens donnent l'alerte. À 10h40, il n'est plus qu'à 2000 mètres d'altitude et il sort des radars. Les hélicoptères décollent à 10h49 pour voir ce qu'il se passe. Il est déjà trop tard. À 11h10, les hélicoptères sont sur le site et découvrent les restes de l'avion. Avec une descente modérée et une trajectoire linéaire conduisant l'avion directement sur les montagnes, les experts pointent un comportement inexplicable de l'équipage. Si les pilotes n'ont pas empêché l'avion d'aller s'écraser contre les montagnes, 2 hypothèses sont avancées, c'est parce qu'ils étaient inconscients ou morts. L'analyse de la boîte noire récupérée dans les décombres n'a pas permis de livrer ses premiers éléments pour l'instant. Mais les experts aéronautiques chargés de l'enquête sont parvenus à extraire des données utilisables. Cet enregistreur de vol conserve tous les sons du cockpit et permet d'entendre les conversations, mais aussi tous les sons et annonces entendus dans la cabine de pilotage, ainsi que les alarmes qui ont pu éventuellement retentir. Nous avons à l'instant réussi à en extraire un fichier de données audio utilisables. Alors, nous avons un fichier de données audio utilisable, nous savons que c'est bien relatif à ce vol-là. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion sur ce qui s'est passé. Les enquêteurs n'ont toutefois à ce stade pas la moindre explication et toutes les hypothèses restent ouvertes, comme celle de l'attentat ou d'une dépressurisation lente. Les masques à oxygène ont pu ne pas fonctionner. Dans un tel cas, les pilotes se seraient retrouvés très vite en état d'hypoxie. Déjà en 2005, le Boeing 737 de la compagnie chypriote Helios s'était crashé en raison d'un problème de pressurisation. Des mécaniciens avaient oublié de remettre la manette de pressurisation sur le mode automatique. Lors de son ascension, l'avion n'a pas été pressurisé et l'oxygène est venu à manquer. Les pilotes sont tombés inconscients, mais l'avion a continué de voler normalement jusqu'à manquer de carburant. L'accident avait fait 121 morts. La durée pour décrypter une boîte noire est très variable selon son état. Dans le cas de l'accident du Rio-Paris, il avait fallu 48 heures aux enquêteurs. On va marquer une pause, on se retrouve dans 2 minutes pour continuer évidemment d'évoquer encore quelques minutes ce crash de l'Airbus A320. On
continue d'évoquer donc cette catastrophe aérienne de l'Airbus A320 de Germanwings. On voyait à l'instant donc les toutes dernières minutes du vol. J'aurais une question là-dessus d'ailleurs, Mickey Katz, parce que entre le moment où il y a le dernier contact radio avec la station radar donc près d'Aix-en-Provence et une minute après l'avion commence à descendre, s'il y a eu des pressurisations, est-ce que ça vous semble plausible qu'en une minute on perde tout contact et que l'avion commence à descendre? Ça peut aller aussi vite? Non, ça a pris beaucoup de temps. Le problème de dépressurisation, on le reconnaît très vite dans le cockpit. Il y a une alarme qui retentit. L'avion automatiquement fait tomber les masques à oxygène pour l'équipage et et tout de suite ils font la descente comme ils sont entraînés en simulateur. C'est pas si compliqué que ça. Ils s'arrêtent à 10 000 pieds. Ils font leur rapport à la tour de contrôle et ils mettent en place l'atterrissage à la suite. Et donc le fait de pas avoir eu de contact et une minute avant de s'écraser, non, ça fait bien. C'était bien avant qu'il n'y a pas eu pendant 8 minutes. Ils n'ont pas pu parler avec le radar et comme on peut le voir, le contrôle a suivi l'avion, a vu que l'avion descendait sans parler, sans rien dire, sans demander quoi que ce soit. C'est quelque chose que les pilotes font en faisant leur rapport. Quand les pilotes n'ont pas parlé et que la tour de contrôle a vu tout de suite qu'il y a eu une descente, il n'y avait pas de réponse dans l'avion. Et donc, entre ce moment-là, ça a été 2 minutes après qu'ils contestent cela jusqu'à ce que l'avion s'écrase. Mais évidemment, la dépressurisation est arrivée bien avant. Alors, on le sait évidemment, ces catastrophes frappent aussi beaucoup le public, professeur Feldman. On a vu aujourd'hui que les avions, évidemment, ont redécollé. Même le vol qui était à la même heure que celui d'hier a décollé. Mais on a simplement modifié la trajectoire de vol. Ça veut dire que dans ces cas-là, il y a une espèce de phobie qui peut s'emparer même si évidemment il faut continuer de se déplacer. On peut avoir un impact sur les autres voyageurs aussi. Personnellement, en tant que psychothérapeute, j'ai eu à soigner des gens qui n'osaient même jamais monter dans un avion. Alors pourquoi? Mais parce qu'en fait, nous ne sommes pas des oiseaux. Nous sommes des êtres humains et nous marchons sur la Terre. Et donc, nous avons peur dès que nous nous trouvons en l'air. Deuxièmement, c'est le pilote et puis c'est l'équipage qui dirige l'avion, c'est pas nous. Donc, on est complètement passif. Et ça, c'est très difficile à assumer. On voit qu'il y a beaucoup plus de morts avec les accidents de voiture, mais on tient le volant. Souvent, c'est les chauffeurs qui ont les accidents, plutôt qu'un enfant qui va bouger le volant. Donc, on tient le volant, on a l'impression qu'on est tout puissant, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la route tue tant de gens. Mais pour revenir à ça, juste je voulais dire un mot par rapport à l'annonce de la mort pour les familles. L'annonce de la mort, la façon dont ça va être fait est capitale. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est ce moment-là qui va marquer les personnes pour le reste de leur vie. Et bien sûr, il y a des professionnels, il y a des psychiatres, des psychologues, des médecins, il y a même des prêtres en France ou des rabbins ici en Israël peuvent se charger de ça, mais il faut aussi permettre à des volontaires, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en France, avec cette petite ville, petit village qui a déjà fait une chapelle ardente, il faut aussi qu'il y ait un support social. Et ce support social, malheureusement, en général, il ne dure pas. Il est immédiat, les gens sont là, bien sûr, très, très prêts à aider. Mais après, le travail de deuil va être très difficile parce qu'en général, on a peur des victimes et on ne va pas tellement les voir. Voilà, c'est ce que je vois de ma pratique. Ouais. Alors vous, justement, je crois, Mickey Katz, vous vous occupez de soigner ceux qui ont peur de l'avion. Et c'est vrai qu'après, quand on voit des catastrophes, souvent, après, ça amplifie en tout cas ce phénomène. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage des phobiques dans le monde, on dit que c'est entre 25 à 30% de la population. Ce n'est pas un groupe homogène, c'est se répartit en plusieurs strates. Par exemple, une partie, c'est des claustrophobes, par exemple, et tout ce qui concerne la sécurité, c'est pas leur problème. Ils ont peur du fait d'être enfermés dans l'avion. La plupart des gens qui ont peur parce qu'ils croient que c'est dangereux, et quand il y a un accident, voilà, c'est la preuve que c'est dangereux et qu'il faut avoir peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces accidents ne font pas
pas croître le pourcentage des gens qui ont peur, qui sont phobiques, mais ils font augmenter la peur chez les phobiques, ceux qui s'étaient déjà phobiques. Et donc, généralement, ceux qui étaient phobiques, eh bien, ils annulent tout leur vol et ne veulent plus voler pendant un certain temps. Mais ça ne fait pas augmenter le pourcentage existant des gens qui ont peur de voler, qui n'augmente pas à cause de tels événements. Le fait est que les avions continuent à être pleins et continuent à voler. Et chaque jour, nous avons 6 millions de voyageurs dans les diverses compagnies aériennes qui prennent l'avion. Et rien à faire. Et évidemment, le déplacement aérien continue à être le plus sûr. Et quand on le comprend, eh bien, évidemment, cela ne stoppe rien. Et quand on se concentre bien sûr sur un accident comme celui-là qui est choquant, mais nous parlons quand même d'activités énormes dans le monde entier et qui est une activité très sûre. Alors vous disiez effectivement que ça frappe évidemment le monde entier parce qu'il y a en plus dans les avions souvent des passagers qui viennent de partout et c'est le cas dans ce vol puisqu'on dénombre une quinzaine de nationalités, principalement des Espagnols et des Allemands évidemment puisque c'était la ligne Barcelone-Düsseldorf, mais également des Américains, des Iraniens, également des Sud-Américains et un Israélien. La famille d'ailleurs de cet Israélien a été informée assez tardivement de ce qui était arrivé. Reportage tout près de Tel Aviv signé Cyril Amar. Il attendait ce voyage avec impatience. Pour joindre l'utile à l'agréable, Eyal Baum avait décidé de rendre visite à ses proches à Francfort après un déplacement professionnel à Mönchengladbach. Mais le sort en a décidé autrement. La veille, son père lui avait pourtant proposé de modifier son itinéraire. Eyal m'a appelé lundi, je lui ai dit « Tu devrais plutôt prendre un billet pour Francfort. Louer une voiture, fais ce que tu as à faire à Düsseldorf et ensuite tu reviendras à Francfort voir ta famille. » Mardi, c'est par les médias que le père d'Eyal apprend la terrible nouvelle, avant qu'elle ne lui soit confirmée par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères israélien. J'ai appris la nouvelle en lisant Internet. Dès lors, l'enfer a commencé. Je ne savais pas à bord de quel vol il était. J'ai fait les 100 pas, tel un somnambule, jusqu'à ce que je comprenne. Au début, on n'était pas sûr, et puis les choses se sont précisées. Passionné d'informatique, cet Israélien de 39 ans s'était installé à Barcelone il y a quelques années. Il exerçait en tant qu'analyste informaticien pour une grande enseigne de prêt-à-porter espagnole. C'est aussi dans la capitale catalane qu'il avait rencontré Jen, celle qui deviendra son épouse, et avec qui il avait pour projet de fonder une famille. Dévasté par la douleur, sa sœur Lital se souvient d'Eyal. Il aimait beaucoup Israël. Il avait langui sa famille, ses amis. Tout ça lui manquait beaucoup là-bas. La semaine prochaine, il aurait dû être parmi nous. Maman avait rempli le réfrigérateur de tout ce qu'il aimait. Et la terrible nouvelle est tombée hier. Sans céder à la colère, Lital et son père déplorent toutefois le manque d'informations en provenance du lieu du drame. Nous voulons savoir où en sont les recherches. Est-ce qu'elles se poursuivent? Qui est sur le terrain? Nous sommes dans l'incertitude la plus absolue, même si nous comprenons qu'il n'y a aucun survivant. C'est ici à Hod HaSharon, une petite bourgade paisible dans les faubourgs de Tel Aviv, qu'Eyal a passé toute son enfance. Sa famille l'attendait impatiemment la semaine prochaine pour célébrer la traditionnelle fête de Pessah, la Pâque juive. Mais le deuil s'est abattu sur la famille. Aujourd'hui, les amis, les proches se succèdent pour venir présenter leurs condoléances. La famille Baum, elle n'attend plus qu'une seule chose, que leur fils soit identifié, rapatrié pour être inhumé ici en Israël. Voilà, donc l'un des 150 passagers victimes de cette tragédie. Un mot pour terminer, Israël Feldman. Il est important de se rendre sur les lieux, comme vont le faire beaucoup de familles de cette tragédie. Oui, j'aimerais juste dire un mot. Il est vrai que le fait que cet Israélien soit mort dans l'avion, je ne l'ai entendu nulle part, sauf en Israël. Ouais. Et ce qui fait qu'il risque d'y avoir cette jalousie ou colère dont je parlais tout à l'heure, plus tard. Oui, il est important d'aller sur les lieux parce que, comme j'ai dit au début, lorsqu'on est frappé comme ça par une catastrophe, il faut qu'on puisse avoir des éléments, j'allais dire, matériels pour pouvoir s'accrocher à cela pour se reconstruire. Donc je pense qu'il est effectivement important qu'ils y aillent, d'autant plus qu'ils vont être accueillis par les autorités politiques, etc., et médicales, ce qui va faire que finalement, ils pourront peut-être
ensuite entamer vraiment le travail de deuil. Mickey Katz, évidemment, quand on voit cette photo qui est l'impact, c'est un choc qui a été très violent. Il ne reste plus rien de l'avion aujourd'hui. Évidemment, l'identification des corps sera très difficile. Oui, absolument. L'avion a touché le flanc de la montagne, extrêmement escarpé. Ce n'est pas sur un grand terrain que tous ces détritus tous les morceaux se sont éparpillés, mais l'avion a explosé en millions de petits morceaux. Ce sera extrêmement difficile. Comme cela a été dit par le spécialiste ici, il sera très difficile d'identifier toutes les victimes, malheureusement, et il sera difficile aussi pour la commission d'enquête d'arriver à toutes les composantes des systèmes qu'ils voudront analyser pour vérifier qu'est-ce qui a influencé quoi pour arriver à cette catastrophe. Merci Mickey Katz. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de bord et expert en aéronautique. Merci d'être venu nous éclairer une nouvelle fois, même si l'enquête est loin d'être terminée. Et on suit évidemment tout cela de très près. Merci à vous Israël Feldman. Je rappelle que vous êtes psychiatre et victimologue. Voilà ce que l'on peut dire alors qu'il est des recherches qui continuent évidemment sur place et qui mobilisent encore d'importants moyens. On va s'intéresser également à l'autre grand titre de l'actualité. C'est la situation ce soir au Yémen, au Moyen-Orient, avec les rebelles chiites qui menacent de très près la deuxième ville du pays, Aden, et selon des informations qui sont, semble-t-il, concordantes ce soir, le président sunnite du Yémen aurait fui Aden pour se réfugier à l'étranger. C'est un sujet préparé par Elsa Mourg. Les habitants d'Aden, dans le sud du Yémen, se préparent au combat. Certains d'entre eux ont obtenu des armes ce mercredi matin après avoir manifesté devant un dépôt de munitions. Ils veulent se défendre face à une attaque imminente, car la milice chiite Houthi se rapproche chaque heure de la ville portuaire où s'est réfugié le président Abdrabbo Mansour Hadi. Les rebelles Houthis ont conquis ce mercredi la base aérienne d'Al-Anad à 30 km de la ville d'Aden et resserrent l'étau autour de la ville. Difficile de savoir si le président Hadi, reconnu par la communauté internationale, est toujours en ville ou s'il s'est réfugié à Djibouti. Ses proches appellent à une intervention arabe pour stopper l'avancée des rebelles, mais les Yéménites sont plutôt réticents à l'idée d'une intervention étrangère. Nous rejetons toutes sortes d'ingérences arabes ou étrangères. Nous, les Yéménites, nous savons résoudre nos problèmes tout seuls et même s'il y a des lois, nous sommes gouvernés par les tribus. Mais difficile pour le président Hadi de se défendre alors qu'une partie de l'armée ne lui est plus loyale. La milice chiite, au contraire, rassemble. Des soldats de l'armée régulière l'ont rejoint, ainsi que les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Et le gouvernement yéménite accuse l'Iran de soutenir la milice chiite. La milice, en tout cas, n'en finit plus d'asseoir son pouvoir. Après avoir conquis la capitale Sanaa en septembre et chassé le président fin février, les Houthis viennent d'annoncer avoir fait prisonnier le ministre de la Défense. Certains experts parlent des débuts d'un scénario à la syrienne et une guerre civile semble de plus en plus inévitable. Le président français François Hollande a annoncé qu'il participerait dimanche à la grande marche contre le terrorisme qui est prévue à Tunis, dans l'inspiration de ce qui s'était passé à Paris au mois de janvier dernier après les attentats qui avaient visé Charlie Hebdo et l'hypercacher de Vincennes, ainsi qu'une policière à Montrouge, en Tunisie, où l'on se rappelle donc de cet attentat du musée du Bardo qui a fait 21 morts. Et pour la première fois aujourd'hui, un quotidien italien a récupéré de la part d'un des touristes italiens qui étaient présents sur place une vidéo filmant de l'intérieur la panique qui s'est emparée des touristes au moment de l'attaque à l'intérieur donc de ce musée. Arnaud de la Selle. Alors que ce groupe de touristes italiens se trouvait dans l'une des salles du musée Bardo, une première détonation retentit. C'est la stupeur, l'incompréhension. C'est la panique, tous courent pour sauver leur vie. Des cris d'effroi tranchent avec le silence de mort qui règne dans le musée. Personne ne prend réellement conscience de ce qui est en train de se passer. Au total, une trentaine de coups de feu retentiront. Ces touristes devront leur salut au guide qui a décidé de les emmener dans les sous-sols du musée afin de les mettre à l'abri. 21 personnes ont perdu la vie pendant l'assaut des terroristes. Selon un officiel tunisien, des dizaines d'arrestations ont déjà eu lieu.
Des personnes impliquées de manière directe ou indirecte et ayant apporté un soutien logistique aux terroristes. Et puis cet attentat à la voiture piégée commis aujourd'hui en Afghanistan, à Kaboul, dans le secteur du palais présidentiel. Le bilan est lourd, 7 morts, 36 blessés au moins. Attentat évidemment attribué aux talibans puisqu'il intervient au lendemain de l'annonce par Washington du maintien d'un contingent plus important que prévu de soldats américains. Annonce qui avait été aussitôt dénoncée par les talibans afghans. Voilà, dans un instant, l'invité du Grand Direct sera le tout nouveau député du Likoud élu à la Knesset, Yoav Kish, qui possède parfois quelques positions dissonantes avec la ligne officielle de son parti, par exemple sur le dossier palestinien. On en parlera en tout cas dans un instant avec lui, puisqu'il sera notre invité juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.